Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer plus en détail dans le jeu Spearhead avec la présentation de plusieurs factions qui sont disponibles gratuitement bien sûr sur le site Warhammer Community. On a un aperçu de différentes factions qui vont être jouables pour AOS V4 et donc forcément pour Spearhead. Évidemment, on est sur un résumé, un petit teasing au niveau des règles et des unités. Rien n'est complet encore. C'est un petit faction focus assez rapide. On rentrera une fois l'accès au livre Feu et Jade avec toutes les règles complètes, bien sûr, dans un focus plus complet et une analyse vraiment des unités différentes des différentes Spearhead. Mais là, je vous propose déjà de faire un petit aperçu, histoire de vous faire une petite idée vers quel Spearhead votre envie va s'orienter, quel type de jeu va plus vous convenir, et on a déjà pas mal d'informations à ce niveau. Là, on va déjà commencer le focus sur les factions de la Death, donc de la mort, car les 4 grandes factions jouables ont déjà été présentées sur Warhammer Community. Je vous propose donc de faire ça étape par étape, et on se retrouvera à la fin de la vidéo pour un dernier petit point ensemble. Bien sûr, avant de commencer la présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Mettez un petit commentaire, même un petit up, c'est super sympa, et ça permet de référencer la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et le petit pouce si ça vous a plu. Allez, à tout de suite. Les vampires nobles des seigneurs Ruinam bâtissent des empires funestes pour satisfaire leurs moindres désirs en asservissant des mortels et en levant des armées de morts pour livrer des guerres de conquête. Ces aristocrates immortels cherchent constamment à agrandir leur domaine car ils ne seront satisfaits que quand les royaumes mortels seront totalement voilés par la nuit et noyés dans le sang. Je vous propose donc de faire le premier focus sur les Soulbright. Ce sont donc les seigneurs Ruinam en version française pour le nom de leur Spearhead. En anglais, ce sont les Broodcrave Hunt. Bon, je vous laisserai choisir, on fera un petit débat à chaque nom, si c'est mieux en français ou en anglais. Je vous propose donc de voir la composition de cette boîte, de cette Spearhead. On a donc un seigneur vampire, 3 Vargeist qui sont donc des grosses unités bien burnées. Honnêtement, c'est bien d'avoir ça dans la boîte de démarrage. On a également 5 chevaliers de sang. Donc on a et du gros monstre et de la cavalerie, on va dire au moins élite, on va dire. Donc vraiment une bonne boîte. Et en plus de ça, on rajoute 20 squelettes racle-mort. Donc on a du piéton, on a de l'élite en cavalerie, et on a du monstre, plus un seigneur. Honnêtement, c'est pour moi une excellente boîte de démarrage qui vous permet de jouer sur tous les plans, englué avec les vampires, englué avec les squelettes, pardon, taper fort avec la cavalerie, et tanker avec les Vargeist, plus le seigneur qui va venir faire ses petits boosts à droite à gauche, et en plus c'est un vampire, on va voir les règles des vampires tout de suite. Au niveau donc des règles qui nous sont présentées pour cette faction, donc la Broodcrave Hunt en anglais, on a le Swoop Down des Vargeist. C'est donc le fait, alors ça c'est une règle qui va être particulière à Spearhead, qui va permettre d'équilibrer les différentes boîtes, parce que là on voit que c'est une boîte assez complète, avec vraiment tous les types d'unités. Ça va peut-être être beaucoup plus fort même que certaines autres boîtes, et on a donc ce petit malus. Est-ce que ce sera un malus ou est-ce que ce sera un bon choix tactique? Ça, le jeu nous le dira par la suite. Mais donc les Vargeist n'arrivent pas en jeu en début de partie. Cette règle le dit. Cette unité, elle est déployée uniquement à partir du 3e Battle Round. D'accord? Donc il y a 6 Battle Rounds dans Spearhead. Donc à la moitié de la partie seulement, vous aurez accès à vos Vargeist. Petite particularité pour cela. Il y a différents types, vous verrez, ils peuvent être positionnés à différents endroits en fonction des unités. Mais ceux-là, en tout cas, ils ont swoop down et ils peuvent être placés n'importe où sur le champ de bataille à plus de 6 d'une unité ennemie. Donc, il n'y a pas besoin d'être collé à un bord de table, il n'y a pas besoin d'être dans votre bord de table à vous. Vous pouvez être n'importe où sur le champ de bataille, mais à plus de 6 pouces d'un ennemi. C'est une genre de FEP. Vu qu'ils volent, bon bah voilà, ça se comprend un peu. Ils ont également la règle passive, celle-ci elle concerne uniquement les unités vampires, donc je pense que actuellement les vampires c'est uniquement le seigneur,
À voir s'il y en aura d'autres, mais je pense pas. Je sais pas si les Vargheist ont le mot-clé vampire, on verra ça. Et à chaque fois qu'une unité vampire utilise une habilité de combat, donc attaque au corps à corps, on va dire, il se soigne de X, et X, c'est le nombre de dommages infligés par les attaques au corps à corps. Voilà, ça va faire des bonnes unités bien tanky, un seigneur bien tanky. Ouais, je pense que ça va être vraiment pas mal. On a également présenté Death Rattle Skeletons, donc les squelettes qui sont présents en 20 exemplaires dans la boîte, donc 2 unités de 10. Je vois sur le War Scroll qu'ils n'ont pas la capacité de réinvocation, de renfort, donc a priori, une fois qu'ils seront détruits, ceux-là, vous ne pourrez pas les rappeler. Bon, ça peut se comprendre, hein, vu la puissance déjà des Vargheist et des cavaliers, plus du seigneur qui va être assez tanky au corps à corps. Et donc on est sur un War Scroll avec 1 PV par figurine, ils se déplacent de 4, ils ont une save à 5, ils ont un objectif contrôle de 1, et ils ont donc 2 attaques par tête, c'est quand même pas mal, hein. Ils ont 2 attaques par tête, ils touchent sur du 4, ils blessent sur du 4, ils n'ont pas de pénétration d'armure, ils ont une range 0, et ils infligent 1 dommage. Et ils ont la petite capacité qui dit qu'à n'importe quelle phase de combat, pour chaque modèle tué par cette unité, vous faites un Legion Roll sur un D6, et pour chaque 5+, vous ramenez un squelette détruit. Donc c'est bien dit, return one slain model to this unit. Donc vous ne pouvez pas dépasser l'objectif, la capacité maximale qui est de 10 au départ, donc vous ne pouvez pas être 11, 12, 13. Mais en tout cas, vous pouvez refaire pop des unités dans votre unité, si des modèles ont été détruits, mais il faut les tuer au corps à corps. Honnêtement, avec 2 attaques, même s'il n'y a pas de pénétration d'armure, ça peut se faire, hein, sur du piéton. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas la réinvocation, parce qu'eux-mêmes en fait peuvent réinvoquer des unités en cours de partie, ce qui va les faire très tanky. On est vraiment sur l'esprit, les squelettes qui se relèvent, les vampires qui buvent du sang, qui boivent du sang pour se refaire en vigueur. Honnêtement, un état d'esprit très death, donc vraiment ça semble bien écrit. On attend de voir les War Scrolls des Vargheist, j'ai vraiment hâte de voir ça, et notamment aussi des cavaliers, voir s'ils ont beaucoup d'impact au niveau du jeu, pour pouvoir engluer avec ses squelettes et venir de flanc avec ses cavaliers, avec le petit seigneur qui est entre les lignes pour aller un peu buffer tout ça à droite à gauche. Ça va vraiment être pas mal. En mots-clés, donc en keywords, cette unité, elle a infanterie, bon voilà, classique, et elle a quand même une ward à 6, donc elle a voilà, une protection à 6, une save à 5, une protection à 6. Ça se prend, c'est vraiment pas mal. De Chiche, le royaume de la mort, viennent les hantes-nuits éthérées, des esprits immatériels poussés au meurtre par leurs âpres haines des vivants. Ces spectres sont l'arme de terreur du grand nécromancien, unis sous la houlette des souverains les plus cruels et les plus tourmentés à avoir jamais trépassé. Sur ordre d'un infâme chevalier des suaires, des hordes tourbillonnantes de raclochènes malveillants attirent les ennemis vers les faux glaciales des faucheurs mornames, déments, tandis que des hostes d'esprit damnés gèlent le sang d'un simple contact. Voilà donc pour la présentation des Night Haunt, qui sont nommés donc les hantes-nuits en français, ou alors les Slasher Host en anglais. Honnêtement, je pense que Slasher Host, ça claque un peu plus, même si bon, hantes-nuits, pourquoi pas les hantes-nuits. La composition de leur box, c'est donc un chevalier des suaires, ils ont 10 faucheurs Mornham, ils ont 20 raclochènes, et ils ont quand même 3 socles de host esprit. Ça fait peut-être un peu light en termes de puissance, j'ai l'impression. On n'a pas de gros monstres, on a quand même les hosts esprits, donc les socles d'esprit qui ont plusieurs PV, donc c'est des gros socles, et le chevalier des suaires, pourquoi pas, ça peut être une bonne unité de CAC. Ils sont, au niveau du point de vue du studio, ils sont là vraiment pour charger et aller mettre une pression à l'adversaire. Et on va voir un peu les règles qui nous ont été révélées par Warhammer Community. Donc au niveau de leurs habilités, pour les Slasher Hosts, ils ont donc la Wave of Terror, donc la vague de terreur. Il faut pour ceci que vous prenez une unité qui a chargé, il faut qu'elle est chargée à 10 ou plus,
Bon, voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir une unité adverse qui a 1 pouce, donc en gros l'unité qu'elle a réussi à charger. Et l'unité donc chargée aura Strike Last this turn. Donc elle va frapper en dernier pour ce tour-ci. Bon, pourquoi pas, ça va être une habilité intéressante, parce que je pense que vous, de votre côté, vous êtes peut-être un peu fragile. Ça vous permettra au moins de taper avec vos unités. Ça peut être pas mal. Au niveau des règles passives, ils ont également, je pense tous, la forme éthérée, donc ils ignorent tous les modificateurs de sauvegarde, que ce soit positif ou négatif. Bon, ça c'est du classique pour des fantômes, j'ai envie de dire. En Warscroll, on nous a présenté donc le chevalier, je sais pas comment on dit, je sais plus comment on dit en français, mais c'est le Knight of Truth, donc c'est leur leader. Pas trop mal, il a 5 PV, il se déplace de 8, il a une sauvegarde de base à 4, il est objectif contrôle 2, bon, c'est pas mal. Il a en attaque donc l'épée des heures volées, en français, Sword of Stolen Hours. Il a donc 5 attaques, il touche sur du 4, il blesse sur du 3, il a une range de 1, il a 2 dommages, et il a la capacité de crit, donc il blesse automatiquement sur du 6. Niveau règle particulière sur son Warscroll, pendant votre phase des héros, il a Discorporate, vous prenez une unité alliée entièrement à 9 pouces de lui, vous la ciblez, et cette unité, elle a une ward à 5 jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça rajoute pas mal de tankiness. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Donc je pense qu'on est vraiment sur du fantôme qui va bien résister aux impacts et qui va petit à petit grappiller les PV de l'adversaire. Voilà. Ça peut vraiment être pas mal. 5 attaques qui touchent sur du 4. Bon, le touche sur du 4, ça enlève déjà la moitié de vos attaques. Donc on va dire 2,5 pour 2 dommages. Ouais, il fait 5 dommages par tour. Avec le critical wound, ouais, ça peut être pas mal. Un bon petit champion, on va dire. Donc voilà pour la faction Nighthound. Donc c'est une faction, je pense, qui va être assez accessible d'un point de vue des joueurs, parce que ben il y a eu toutes les éditions Hachette là où il y avait beaucoup de Nighthound disponibles. Je pense que vous pouvez vous constituer cette Spearhead pour même pas une 50aine d'euros, même pas, facile à peindre. Voilà, vous mettez un lavis phosphorescent, fluorescent sur tout ce qui est fantomesque, et le tissu en noir ou en brun délavé, et puis vous avez votre Spearhead, et vous allez... Je pense que ça va être voilà, une faction d'entrée de gamme pour beaucoup de joueurs dans ce mode de jeu. À voir si c'est pertinent en termes de jeu, si ça va être assez costaud. J'ai l'impression que ça manque peut-être un peu d'impact. On verra peut-être que les faucheurs, avec leurs règles, vont être un peu plus impactants. Mais voilà, je pense que ça va être une bonne faction, et puis surtout la faction d'entrée pour beaucoup de joueurs dans l'univers Spearhead, sans forcément avoir à avoir une armée Nighthound par derrière. Les collecteurs Ossiark sont une des plus grandes créations du grand nécromancien Nagash, une armée de soldats d'élite créée à partir des os et des âmes des défunts. Ces constructions terrifiantes sont efficaces, loyales et inexorables, et elles sont renforcées par chaque armée qu'elles vainquent en récoltant le matériau osseux des morts. Donc on passe aux Ossiark collecteurs. Ce sont les Teeth Reaper Echelon en anglais. Bon, peut-être que les collecteurs, là en français, les collecteurs, ça claque un peu plus, les collecteurs. Voilà. Les collecteurs, et ils ont une Spearhead qui est vraiment pas mal, avec un faucheur d'âme mortisant. Ils ont un moissonneur Gotizar, ils ont 5 juges-morts Cavalos, et ils ont 20 gardes Mortec dans leur boîte de base. Ils prennent un petit malus, vous allez voir, parce que sinon ça serait un peu fort, mais honnêtement, une boîte sympa, où on a des héros, on a de la cavalerie, et on a du piéton d'élite. Donc ouais, c'est une bonne boîte, ça semble être une bonne boîte quand même, hein. Au niveau des règles qui nous ont été révélées sur Warhammer Community, on apprend que y a un des régiments de Mortec Guard qui sera donc en réserve et qui pourrait être joué à partir du tour 3. Contrairement aux Vargheists qu'on a vu tout à l'heure, eux, ils ont une petite restriction au niveau de l'invocation, donc de l'arrivée sur table. Ils doivent être
mis n'importe où à 3 pouces d'un bord de table, eux par contre, et à 6 plus de toute unité ennemie. Donc ils peuvent être comme dans le camp adverse, mais ils doivent arriver à 3 pouces d'un bord de table, ils peuvent pas arriver au milieu de la table. Voilà, c'est assez fluff, hein, ils volent pas, donc eux ils arrivent par les côtés. On a également le trait Ossiarch Commands. Alors, on n'a pas encore les commandements Ossiarch qui sont disponibles, mais on peut déjà voir la mécanique. Au début de chaque tour, de chaque round, pardon, vous recevrez 2 points de commandement Ossiarch et vous pourrez les dépenser en Ossiarch Command, donc en commandement Ossiarch. Je les ai pas encore vus. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà disponibles, mais je pense que là, c'est des petits bonus à droite à gauche. Chaque commandement coûtera 1 point. Ça aussi, ça a été simplifié. Il n'y aura pas 2 points, 1 point. Voilà. Il y a 1 point par commandement et si vous ne les avez pas utilisés, ils sont perdus. Vous ne pouvez pas les stacker, vous ne pouvez pas les garder, les accumuler. Donc ça, c'est pour les règles, on va dire, qui nous ont déjà été révélées. Et au niveau du War Scroll qui nous a été révélé, c'est donc les cavaliers qui ont été révélés. Et honnêtement, ils sont vraiment badass, hein, franchement. Ils ont 3 PV par tête, ils ont un déplacement de 10, ils ont une sauvegarde de base à 4, ils ont un contrôle à 1. Donc il est vraiment pas mal. Niveau des mots-clés, ils sont cavalerie et ils ont ward à 6, donc ça il va 4 ward à 6. Vraiment pas mal. Ils ont bien sûr 2 profils parce que il y a la monture et il y a le cavalier. Donc au niveau du cavalier, lui il a une Nadirite Spear, donc une lance en Nadirite. Il a quand même 3 attaques, hein. C'est pas mal. Il touche à 3, il blesse à 4, il a une pénétration d'armure de 1 pour mettre 1 dommage. Et lorsqu'il charge, il met 2 dommages. Voilà, vous avez 5 cavaliers, donc ça peut faire du dégât. En plus, ils ont donc la monture, donc des dents et des crocs de Cavalos Steed. Ils ont 2 attaques, ils touchent à 5, ils blessent quand même à 3 pour mettre 1 dommage. Et ils ont l'habilité compagnon. Là, actuellement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire encore compagnon. On verra ça par la suite. Au niveau des règles particulières sur la War Scroll, ils ont donc Death Rider Wage, et cet effet s'applique durant la phase de charge. Vous pouvez passer au-dessus des unités infanterie ennemies comme si vous aviez le vol. Donc vous les traversez, hein, avec une forme un peu éthérée, j'ai l'impression. Et ensuite, vous choisissez une des unités que vous avez traversées. Donc est-ce que ça peut être une unité que vous avez traversée mais que vous avez quand même chargé? Ça, je sais pas. Faudra qu'on voit au point de vue des règles. Mais j'ai pas l'impression. Dans l'idée, je pense que c'est pas écrit comme ça. J'ai l'impression que c'est écrit, vous traversez l'unité mais vous la chargez pas, vous chargez quelque chose qui est derrière. En tout cas, l'unité qui a été traversée, vous jetez un dé sur un 2+, vous allez lui infliger des 3 blessures mortelles. Voilà, c'est une règle un peu classique dans Warhammer, avec les motos, avec les cavaleries. Donc une cavalerie d'impact vraiment pas mal. Voilà, une boîte intéressante, donc encore une fois, il y a de la troupe, il y a de la cavalerie, il y a un monstre, et il y a un champion qui doit être assez costaud. Il y a toute cette mécanique de faire des points de commandement, donc on est plutôt sur une... Là où les autres deaths, on est plutôt sur des squelettes un peu nulos, on va dire, décérébrés qui avancent, voilà. Là, on est aussi sur des squelettes qui avancent, mais eux, ils sont un peu plus disciplinés, voilà. Donc voilà, ce sera à vous de faire le choix, et avec la cavalerie qui arrive par derrière, ça peut être vraiment intéressant également à jouer. Les cours de mange-chair règnent dans les ombres d'empires en ruine. Des hordes de cannibales se rassemblent sous la férule hallucinée d'Abhorrence Vampire, absolument convaincus d'être des nobles chevaliers et de fidèles serfs engagés dans la vertueuse quête. Donc pour finir, là, focus sur les factions de la mort, de la death. On a donc accès aux mange-chair, donc des Flesh Eater Courts, mange-chair en français, Carrion Retainer en anglais. Honnêtement, mange-chair, ça claque, c'est bien, les mange-chair, c'est bien. À l'intérieur, donc eux, ils ont un grand régent abhorrent, ils ont un courtisan Wargulf, ils ont 3 chevaliers de Morbeg, et ils ont 10 gardes des cryptes. Honnêtement, une boîte assez plaisante, hein, sur la composition. On a un peu ce qu'on veut jouer quand on veut jouer des vampires dégénérés totalement, voilà, qui sont vraiment des bêtes plus que des hommes encore, mais qui eux se pensent être de pro-chevaliers. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'avais faite sur le sujet, sur la chaîne, avant qu'on ait toute la révélation sur les nouveaux Flesh Eater Courts, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité au niveau du lore, et vous aurez au moins
l'état d'esprit de l'armée si vous voulez vous y mettre. Voilà. La vidéo est toujours là sur la chaîne, et puis ça permettra de la faire revivre un peu, c'est toujours sympa. Au niveau donc de cette composition, moi, ça me plaît pas mal, et on va voir un peu les règles qui nous ont été révélées par Warhammer Community, avec en premier lieu donc le Noble Deeds, qui fait que votre héros, à chaque fois qu'il va aller en phase de combat et infliger des dégâts, en phase de combat uniquement, il gagne ce nombre de dégâts infligés équivalent en points de noblesse, jusqu'à un maximum de 6, et ce pool de points de noblesse va vous permettre d'activer plusieurs différentes capacités. C'est déjà une mécanique qui est présente chez les Flèches Hittercourts depuis leur dernière itération au niveau du livre d'armée. Autre capacité passive, donc c'est la Feeding Frenzy, donc la faim frénétique je crois en français. Vous ajoutez 1 d'attaque à vos caractéristiques d'armes si vous êtes entièrement à 6 pouces d'un héros qui a ces 6 points de noblesse. Donc si une unité que vous contrôlez a ce mot-clé, elle a plus une attaque sur ces différents profils d'attaque en mêlée si votre héros a 6 points de noblesse. Ça peut être un peu compliqué à mettre en place, mais si vous arrivez à le mettre en place, vous devenez complètement dégénéré, donc frénétique. Honnêtement, ça correspond bien à l'armée, c'est bien écrit, j'ai l'impression. Ensuite, durant votre phase de mouvement, vous avez le droit de faire un Summon Loyal Subject, donc d'invoquer des sujets loyaux. Donc pour ce faire, vous allez prendre votre héros et toute unité à 9 pouces de lui, vous allez pouvoir la renforcer uniquement donc pour les Crypt Guards, pour 1 point de noblesse dépensé, vous allez relever une unité de Crypt Guard, donc une figurine Crypt Guard, et pour 2 points de noblesse, vous allez pouvoir remonter, donc faire revivre une unité de Morbeg Knight, vous pouvez pas faire revenir par contre le gros monstre, celui-là, s'il est mort, il est mort. Les Morbeg Knight, justement, parlons-en, parce qu'on a accès à leur War Scroll. Ils ont 4 PV, ils se déplacent de 12, ils ont une sauvegarde à 4, ils ont un objectif contrôle uniquement de 1. Bon, c'est un peu... ouais, je les aurais mis plutôt à 2, hein. Franchement, c'est une grosse unité avec un cavalier dessus. Bon, ça aurait pu contrôler à 2, mais bon, pourquoi pas. Niveau des mots-clés, donc, ils ont cavalerie, ils ont vol, donc ils ont les 2 mots-clés cavalerie et vol, ce qui est vraiment pas mal. Ils ont la ward à 6. Et au niveau de leur profil d'attaque, ils ont la lance Grizzly, donc ils ont 2 attaques, 3+, 4+, pénétration à 1, dommage 1 et en charge plus 1, donc ça c'est un peu classique j'ai l'impression sur les unités de cavalerie. Et ils ont eux leur monture qui tape limite plus fort que eux, avec 3 attaques, ils touchent sur du 4, ils blessent sur du 3, donc c'est l'inverse. Pénétration de 1 pour 2 dommages, et toujours cette habilité de compagnon. Au niveau du passif, ils ont Predator's Pounce, et donc ils peuvent charger à un tour où ils ont effectué une retraite, donc ce qui est très intéressant. Et en plus, ils ne prennent pas de dommages, donc de dommages mortels, si ils ont battu en retraite. Je pense pas que les Crypt Guards vont avoir le renfort, qui pourront revenir une fois détruits, parce qu'en fait vous allez pouvoir, ils ont déjà une mécanique de renfort intrinsèque avec leur leader. Donc à mon avis, voilà, niveau unité sur la table, vous n'aurez pas grand chose. Vous aurez le gros monstre, effectivement, il va falloir voir s'il tank pas mal. Vous aurez ces 3 socles de cavaliers, vous aurez 10 piétons, et votre chef, votre grand vampire chef, mais sinon ça risque peut-être de manquer un peu de présence sur la table, j'ai l'impression. Donc le fait qu'ils vont pas être englués, les Morbeg Knight, ils vont pouvoir aller un peu sauter de droite à gauche, aller taper un peu les unités où il faut les taper, et aller prendre un peu d'objectifs où il faut également. Ouais, ça peut être intéressant, donc a priori aussi une faction qui est pas mal écrite, à voir en termes de jeu. Et voilà les amis pour ma petite présentation des différents factions de la Death qu'on a déjà accès sur Warhammer Community. On est honnêtement sur un bel aperçu déjà des factions, on a déjà quand même l'esprit général de la faction. Honnêtement, toutes les factions sont bien respectées, on est sur de la Death, hein, donc on est quand même dans l'esprit sur des nuées de squelettes ou de morts-vivants qui avancent vers vous, mais on a quand même les spécificités propres aux différentes factions, avec le flot de fantômes qui va avancer et charger
pour les Nighthaunt, quelque chose d'un peu plus bestial au niveau des Flesh Eaters, quelque chose de plus martial au niveau des Ossiarchs, avec vraiment des unités formatées, voilà, qui avancent comme ça, et au niveau des Soulblight, plus le côté vampire, boost, dîme de sang, des choses comme ça qui vont être un peu plus sanglante, on va dire, dans l'esprit, et un peu plus sur du buff et du soin. Honnêtement, voilà, c'est l'esprit pour moi me semble respecté. Les malus d'invocation à partir du tour 3 sur les grosses unités, ça a l'air de quand même de bien équilibrer les différentes boîtes. On a quand même des boîtes accessibles en DS avec notamment les Nighthaunt, hein. Vous pouvez trouver des Nighthaunt, vous les achetez au kilo, les Nighthaunt, hein, le plastique au kilo. Donc si vous voulez rentrer dans le jeu, je pense que le Spearhead Nighthaunt il est facilement faisable sans avoir forcément besoin d'acheter la boîte Spearhead. Et les autres Spearhead, vous pouvez les trouver également assez facilement. Donc honnêtement, un bon début de présentation pour moi. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si le format comme ça vous convient, donc c'est-à-dire un petit mot d'introduction, la composition et les différentes règles accessibles. Est-ce que vous voulez qu'on focus un peu plus? Alors honnêtement, c'est difficile de faire plus avec ce qu'on a à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'on aura accès au livre Feu et Jade, il y aura un vrai faction focus sur chaque faction justement. Là c'est plus pour vous donner un peu l'aperçu et vous permettre un peu de peut-être vous lancer déjà dans une Spearhead, histoire qu'elle soit peinte et montée, enfin montée d'abord et peinte au moment de la sortie de Warhammer Age of Sigmar, qui ne saurait plus tarder. Voilà, donc encore une fois, un grand merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas donc le petit pouce, le commentaire et l'abonnement si vous ne nous avez pas encore rejoint. On se dit à très bientôt pour les autres familles de Warhammer Age of Sigmar. En attendant, bon visionnage à tous et bien sûr, ciao ciao les amis.